Buongiorno, mi chiamo Giorgio Merlani, sono il medico cantonale del Canton Ticino dal 2008. Ich bin Arzt seit 1994 und tätig im Kanton seit 2008. Depuis 2011, je suis aussi responsable du service de promotion de la santé dans le canton Tessin. Quant à nous, on va se rendre au sud du Gothard, dans le canton du Tessin. On l'a dit ce matin, le Tessin a été ballotté drôlement par la première bourrasque du coronavirus, de la COVID-19. J'avais lu un chiffre, l'espérance de vie des hommes dans le canton du Tessin pendant le premier confinement était à la baisse de 82 ans à 76 ans. Quelles sont les expériences outre-Gothard? Premières expériences en terre tessinoise, quelles sont les premières leçons que les gens tirent pour l'avenir? Cela nous est donné par Giorgio Merlani. Il est médecin cantonal tessinois. Vous imaginez, mesdames et messieurs, que Giorgio Merlani, quant à lui, a beaucoup à faire et il n'est pas en direct chez nous, mais sa communication nous a été envoyée en duplex. Monsieur Merlani, c'est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs, merci pour l'invitation. C'est un honneur de parler de promotion santé suisse en temps pandémique au sud du Gothard et de mettre en exergue nos expériences bien tessinoises en la matière. C'est peut-être un peu bizarroïde si donc nous parlons de promotion de la santé, de maladies non transmissibles, MMT, mais qu'on rebondit sur les virus et sur les pandémies. Pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, nous savons que la promotion de la santé, quand elle est une démarche qui passe outre, ou ce sont deux démarches qui passent outre en matière de thérapie et en matière de nosologie. Donc, nous parlons de prévention. Prévenir vaut mieux que guérir, comme on dit. Et la promotion de la santé, quelles sont ses corrélations avec les virus? Beaucoup de choses a-t-on appris douloureusement dans le canton du Tessin tout au long de l'année 2020. Le virus, quant à lui, impacte la santé publique, individuelle et collective, et notamment là où la santé est déjà attaquée, friable ou fragile. Nous connaissons le modèle de couvrement sanitaire et de ses déterminants. Nous savons que la santé dépend de l'individu et de sa contextualité, pas seulement du genre, de la génétique et de l'âge, mais aussi du contexte socio-économique ou social, dépend de la culture de vie, des conditions normatives de travail et dépend bien sûr aussi, je dirais, de la conduite vitale personnelle en tant qu'humain. Et le virus frappe sans merci partout avec son impact aussi dans ce modèle des déterminants principaux. Nous savons que les chances de survie avec une morbidité qui est conditionnée par le coronavirus, eh bien, est tributaire de l'âge, mais aussi de la comorbidité. Mais nous savons aussi que cela aussi est fortement conditionné par les déterminants sociaux, par le revenu, par l'instruction, par la connaissance des personnes et le comportement qu'ils affichent pour le meilleur ou pour le pire. Facteurs à risque, nous les connaissons à satiété, voire à réplétion. Dans la promotion de la santé, on y travaille tous les jours et nous voulons déterminer et endiguer ces facteurs à risque. Mais ce que nous avons nouvellement appris, c'est que les facteurs à risque qui normalement sont connus de nous sont exactement les mêmes, du moins partiellement les mêmes, en temps pandémique. Et c'est valable aussi pour les facteurs risques pour un déroulement viral extrêmement considérable et tragique. Nous savons par exemple que la fumée, le tabagisme et les maladies pulmonaires, nous savons que l'alimentation et la prise pondérale, nous savons que la tension artérielle sont aussi des facteurs risques pour un déroulement tragique du coronavirus et de la maladie COVID-19. Dès lors, nous pouvons manifestement profiter aussi des facteurs à risque. C'est presque quelque chose qui est reportable 5 sur le coronavirus et sur la pandémie 19. Qu'en est-il des clés de voûte, des facteurs à succès en maîtrise d'une crise comme la pandémie qui nous préoccupe à l'heure actuelle? Nos expériences tessinoises disent qu'il faut beaucoup de coordination. La coordination dans le système de la santé publique, une coordination dans la sociétalité, une coordination aussi
en ce qui concerne le monde de la politique, et c'est pourquoi le consensus politique et républicain est de prime abord pour déterminer les activités que nous voulons définir d'un commun accord pour maîtriser la pandémie. Il est d'autant plus indispensable d'avoir une bonne communication. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une coordination si la communication est aussi mauvaise que les gens ne comprennent pas ce que nous voulons. Donc, nous accordons une grande priorité à la communication. Pour nous, la communication était le nerf de la guerre dès le tout début pour la maîtrise de la crise, mais aussi très précisément pour la promotion de la santé parmi les époques pandémiques. Centrale pour la communication et la clarté, rien que la clarté et toute la clarté. Les gens doivent piger de quoi il s'agit. Nous devons garantir la plus totale des transparences. Il est toujours difficile de rattraper si nous avons donné des informations fausses, non pas parce que nous étions mal intentionnés, mais parce que nous n'en savions pas assez. Donc, il faut être cohérent pour garantir cohérence intellectuelle pour garantir la cohésion sociale. Vous savez à quel point les nouvelles qui se contredisent et déstabilisent les gens, mais dans ces méandres des problèmes, il faut avoir certains guets logiques pour ne pas sombrer corps et âme. L'éthique de la communication est très importante. En la matière, on a beaucoup vu en matière de groupes vulnérables, de groupes marginaux, plusieurs classes d'âge, plusieurs ethnies peut-être aussi, la situation notamment du vieillissement. Et dès lors, il est important aussi que la communication donc tienne compte de tous ces intérêts bien particuliers. Dans la communication, nous avons structuré des priorités. Par exemple, il était important, plus important, de partager plutôt que communiquer seulement. Qu'est-ce que j'entends par là? Il ne faut pas faire une communication ex cathedra. Il ne faut pas seulement dire aux gens ce qu'il en est. Non, il convient de faire des personnes qui sont des concernées, des personnes participantes, à travers une communication participative afin que la population se considère comme une partie intégrante de la stratégie pour surmonter la crise et que chaque individu a aussi un pouvoir décisionnel. Nous avons dès le début essayé de faire en sorte que la communication fût clairement structurée, qu'elle fût aussi expliquée par des chiffres extrêmement clairs et que la cohérence se fasse d'entente avec la population. Partant, nous avons essayé d'atteindre les gens aussi par les médias sociaux, de les sensibiliser. En quoi consiste cette crise et comment peut-on y remédier? Et nous avons toujours essayé de soutenir les gens dans leurs décisions individuelles et pas seulement de prononcer des oukases ou de donner des instructions. On a essayé d'expliquer les risques afin que les gens tirent aussi leurs propres conséquences et modifient leur comportement d'après leur lecture du risque et d'après leur interprétation de la justesse de la réponse en la matière, afin que les gens soient aussi motivés en la matière. Les gens comprennent vers quelle direction on cingle et quel est le bon comportement. Et il faut aussi un objectif très clair afin que les gens comprennent pourquoi nous engageons tel et tel contexte ou tel et tel aspect. Il s'agissait aussi de faire appel à la responsabilité des personnes, une responsabilité individuelle dans un collectif qui se veut solidaire entre les humains, entre les groupes d'âge et entre différentes provenances. Donc, au début de la crise, de mars jusqu'en décembre, et nous ne savons pas jusqu'à quel point la pandémie va persister, donc nous maintenons cette communication très active et très participative. Il est très important à l'époque du coronavirus, était et demeure que les gens, pendant le confinement partiel ou intégral, essayent donc de promouvoir leur propre état de santé. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser la crise à l'époque pandémique, mais il s'agit aussi de restaurer sa propre santé et de faire en sorte que toutes nos résiliences sanitaires soient mises à contribution, l'alimentation, la santé psychique, le fait de bouger et parfois de mousser, ce qui était
très grave dans cette crise. Nous savons qu'on a été privé de beaucoup de choses. On a tous souffert en matière de privation de social, en matière de la santé psychique, mais nous devons œuvrer à ce que ces capacités des gens ne se fassent pas complètement ankylosées par la crise. C'est pourquoi nous avons essayé de communiquer de façon très active à travers les canaux qui sont à notre disposition, que nous utilisons traditionnellement et qui, pendant le confinement du printemps notamment, devaient être renforcés. Je veux parler des réseaux sociaux, d'Internet, radio, télévision, la presse écrite. Donc, par tous les moyens possibles, nous avons essayé de maintenir le contact avec nos concitoyens et de faire en sorte que personne ne se sente laissé pour compte ou se sente esseulé. Vous avez ici, en arrière-plan, les canaux que nous avons utilisés pendant la crise du coronavirus afin que tous ces aspects soient aussi propagés sur l'arrière-plan de la promotion de la santé. Quel est le bilan que nous pouvons tirer à l'heure actuelle et dans les circonstances présentes? Je vois que tout n'a pas été traduit. Bilancio, on le comprend quand même, c'est un bilan, on l'aura bien compris. Donc le coronavirus, quant à lui, était générateur d'une maladie. C'était aussi, en quelque sorte, une certaine stigmatisation. L'inégalité sanitaire qui existait avant le virus a été creusée. Certains groupes d'âge ont été gravement isolés, notamment des groupes marginaux. On a vu que les inégalités sociales sont en train de se creuser, que la pauvreté est attisée par ce coronavirus. Ceux qui étaient pauvres le sont encore davantage à l'heure actuelle. D'autre part, nous avons essayé en tant que promotion santé d'agir contre ce fléau, de rejamber sous l'aiguillon et de dégoter quelques aspects positifs à cette époque virale. Donc, notre adaptabilité a été renforcée autant que notre flexibilité. On a composé avec ce virus pour le battre. Notre créativité a été attisée. On a appris un peu dans la misère qu'on peut sortir de l'inière, et bien que si le présentiel est en train de s'estomper, et bien qu'on peut faire du virtuel, qu'on peut même faire des filières de perfectionnement et de formation. Donc, nous avons fait preuve d'un grand saut technologique. Notre solidarité, de façon virtuelle, mais aussi de façon politique, a été renforcée. On a vu de très beaux exemples, notamment pendant le confinement de mars et avril 2020, ce qui a renforcé notre résilience, démontrant que nous sommes capables de réagir, même si nous sommes en crise, et de faire là aussi de nécessité vertu, de travailler afin que la santé puisse être promue, j'allais presque dire contre vents et marées. Merci pour votre attention et je me félicite d'un bon chassé de questions-réponses. J'ai dit. Merci, Dr Giorgio Merlani, médecin cantonal du canton du Tessin.